Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être ici avec vous. Avant de commencer, je tenais quand même à remercier les JPRS pour l'invitation et à leur tête Marc Sapen. On va essayer de respecter l'esprit des JPRS, donc le côté pratique. Cette intervention tournera essentiellement sur la coordination en médecine générale et sur le rôle essentiel et principal du médecin généraliste et des soignants de premier recours. Donc quand je parlerai du médecin généraliste, évidemment, j'évoque en même temps les kinés, les psychos, les infirmiers, etc. Je vais essayer de démontrer l'importance, l'utilité de ces soignants de premier recours. Alors, mes liens d'intérêt, il n'y a pas de conflit avec cette présentation. Voici un plan, donc un état des lieux avec une introduction, les enjeux, pourquoi l'association, l'organisation actuelle de la prise en charge et propositions de G-Sommeil, objectifs et missions, quels sont les avantages pour les patients et professionnels, et puis les points à retenir. Alors, avant de commencer, donc, voilà les membres du bureau. Je tenais quand même aussi à remercier, avant d'oublier, les partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis d'arriver jusque-là. Et puis, j'oublie pas aussi ma famille qui a été vraiment... D'ailleurs, il y a mes enfants quelque part par là qui m'ont bien soutenu. Et puis, tous les confrères et tous les amis. Alors, le sommeil, on le sait tous, c'est le grand gardien de notre santé. Je vous apprends rien. C'est juste pour un petit peu amorcer le sujet, la discussion. Donc, nos modes de vie effrénés la course vers la performance réduit notre temps de sommeil de façon très significative, en sachant qu'une heure de sommeil en moins égale une nuit de sommeil en moins par semaine. Et c'est spécialement vrai pour les jeunes générations avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc il y a un vrai problème de santé publique et de prévention qui sont à la charge du médecin généraliste et donc des soignants de premier recours. Le sommeil reste quand même encore un mystère, à quoi il sert, pourquoi s'endort-on et se réveille-t-on à un instant donné, ou est-ce que le rêve, etc. Le sommeil n'est pas une période inactive comme on le sait tous, mais un temps utile. Le sommeil est une fabuleuse porte d'entrée pour une politique de prévention parce que c'est une médecine transversale, ça touche tout le monde, ça touche tous les âges, ça touche toutes les pathologies. Donc forcément, c'est quelque chose qui est nécessaire, utile et on doit vraiment faire beaucoup d'efforts là-dessus pour soutenir le médecin généraliste face à la prise en charge, au dépistage, au suivi des pathologies du sommeil. On le sait tous, l'enregistrement nous a permis quand même d'avoir un raisonnement scientifique, mais je voudrais quand même insister sur un point qui, à mon avis, à mon sens, est très important, c'est que la médecine du sommeil, c'est quand même différent des explorations du sommeil. C'est pas parce qu'on fait une polygraphie qu'on est médecin du sommeil, c'est comme un généraliste qui fait un ECG ou de l'écho, il n'est pas pour autant cardiologue ou pneumologue. Et le but de l'association, c'est pas vraiment transformer des généralistes en pneumologues ou en cardiologues, c'est vraiment aider, soutenir le médecin généraliste à avoir sa place. Alors, bon, bien sûr, la classification ICSD qui rappelle la plupart des pathologies connues. Alors, un état des lieux, comme ça, c'est parti, on a fait un petit point. Aujourd'hui, tout bouge, tout change. Les pathologies, donc il y a plus de pathologies cardiovasculaires, plus de pathologies métaboliques, et évidemment, les troubles du sommeil ne sont pas à l'écart. Les patients aussi changent, ils deviennent plus exigeants, ils deviennent indisciplinés peut-être, inobservants. La technologie aussi change, la réglementation, donc on le voit dans les déremboursements, etc. Et puis le médecin dans tout ça, il a intérêt aussi à changer pour s'adapter en permanence à la nouvelle situation. Il y a quand même une inégalité territoriale en termes d'offres et de demande de soins. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique qui pourrait être partiellement, en tout cas, corrigé par l'implication du médecin généraliste.
La répartition, d'ailleurs, et le nombre du médecin généraliste dans le territoire, et on le sait tous, est beaucoup plus importante, beaucoup plus proche du patient. On le sait aussi, la consultation de médecine générale est chronophage, donc certains médecins qui sont au fin fond de l'Ariège ou du Gers ou du Lot, forcément, ils n'ont peut-être pas le temps de faire de la médecine du sommeil. Les praticiens sont peu formés et ou informés. Alors, il y a une étudiante, en principe, qui serait là tout à l'heure, qui va nous raconter un petit peu aussi le parcours universitaire. Le médecin généraliste, il est quand même très proche de son patient, donc c'est quand même un point très positif, mais il est isolé, épuisé. Les délais de consultation sont longs et puis les labos de sommeil sont saturés. Le coût élevé des explorations en établissement de soins et puis bien sûr surcharge des médecins spécialistes. Aujourd'hui, pour obtenir un rendez-vous avec un pneumo, un cardio, un ORL, bon, c'est quand même assez long. Alors, quand on ne peut pas changer le sens du vent, c'est une phrase très inspirante, ben, on peut toujours changer le sens des voiles. Alors, pourquoi une association? Ben, développer les soins en ambulatoire et les examens, adapter la prise en charge pour éviter justement l'errance, l'épuisement, réduire les inégalités territoriales, améliorer nos conditions d'exercice, donc libérer du temps médical, éviter l'isolement et l'épuisement, encourager la consultation en médecine générale de sommeil, et puis tout ça va reposer sur un collectif fort et indépendant et critique vis-à-vis de tous les systèmes qui existent aujourd'hui. Alors, derrière chaque trouble du sommeil, on le sait, il y a toujours une cause organique, voire psychologique, hein, l'apnée et l'insomnie. Et on fait appel, justement, on a besoin de faire appel à des médecins de différentes spécialités, ce qui démontre que le sommeil reste quand même, les maladies du sommeil reposent sur une pluridisciplinarité qui est quand même fondamentale. Donc le médecin généraliste ne peut pas non plus tout faire. Et ça, c'est important aussi de le signaler. Donc cette approche nécessite une bonne coordination entre les différents intervenants, et j'y reviendrai tout à l'heure. Nos actions donc vont se situer à plusieurs niveaux. D'abord, former les médecins généralistes et faciliter le maillage entre eux. Travailler en équipe avec tous les professionnels de soins au travers de parcours de soins innovants, et j'en parlerai tout à l'heure. Et anticiper les changements, parce que sinon on sera surpris par les modifications. Alors, les points forts des soignants de premier recours, on le sait tous, c'est la proximité avec le patient. Le deuxième point, c'est la répartition territoriale, qui est large et qui est nombreuse. La coordination par le médecin généraliste, ça a été défini par la loi, donc c'est l'acteur principal et majeur de l'orientation, tout ça, donc c'est quand même un point fort. La collaboration étroite entre le médecin généraliste et les soignants de premier recours, et on le voit dans le système Azalée qui a démontré un petit peu son efficacité. Et puis la transversalité de l'exercice de la médecine générale qui est exactement le même que celui de la médecine du sommeil. Donc intellectuellement parlant, le généraliste va avoir pas mal de facilité pour justement se former en pathologie du sommeil. Alors, qui peut adhérer? Parce que ça a été une question qui a été posée un peu par tout le monde. Bien sûr, médecin spécialiste en médecine générale, médecin spécialiste en médecine générale et spécialisé en médecine du sommeil, tous les soignants de premier recours, donc les infirmiers, les kinés, les psycho-orthophonistes, etc., les spécialistes, tous les spécialistes, mais à condition quand même d'avoir le DU, parce qu'on a besoin d'avoir une plateforme, une structure d'experts pour pouvoir dispenser des avis spécialisés par rapport aux pathologies du sommeil. Et bien entendu, on n'oublie pas aussi les médecins PMI, scolaires, médecins CPRM, ARS et j'en passe. Alors, l'organisation aujourd'hui, le patient, s'il a un problème, ben, il va voir son médecin généraliste, ou bien il va voir où il sera dépisté ou en tout cas identifié par un soignant de premier recours, donc dentiste, infirmier, kiné, psycho, etc., qui le renvoie vers le médecin généraliste
qui lui, soit il est formé, donc il diagnostique, il traite, et puis ça s'arrête là, ou alors il n'est pas formé, ou il a besoin d'un avis spécialisé, il envoie vers le médecin spécialiste, donc pneumo, ORL, neuro, qui lui donc va diagnostiquer, traiter, suivre. Alors, et souvent, c'est là où ça bug un petit peu, c'est que le suivi, souvent c'est le spécialiste qui le fait. Et on le voit, c'est une relation linéaire qui va au final un petit peu encombrer le médecin spécialiste parce que en dehors de son cœur de métier, ben, il va faire quelque chose qui va lui prendre du temps et qui n'est pas forcément productif. Alors il y en a bien sûr des médecins spécialistes qui renvoient vers le généraliste, mais si le généraliste n'est pas formé et informé, il y en a certains qui refusent même de renouveler des DAP. Donc ça, c'est quand même un peu curieux. Alors, ce que GSOMEI propose, donc on revient sur le même système, donc c'est soutenir les actions, assister les médecins généralistes, régulés, formés, mettre des actions de prévention, j'en parlerai tout à l'heure. Évidemment, c'est une plateforme multidisciplinaire, avec les soignants de premier recours, mais aussi les spécialistes de différentes obédiences et puis essentiellement spécialisés aussi en médecine du sommeil. Et si on a besoin d'un avis externe, bah, bien sûr on envoie vers les spécialistes. Donc vous voyez bien sur ce schéma que c'est une voie qui va soulager la voie principale, donc qui va réduire les délais de consultation, qui peut faciliter la prise en charge, et ça permet une coordination entre le spécialiste et le médecin généraliste. Alors les objectifs stratégiques, donc analyser les besoins, apporter les conseils et appuis techniques pour ceux qui souhaitent par exemple se former en médecine du sommeil, parce qu'aujourd'hui il y a le DU qui est vraiment un gros morceau, et puis vous avez les DPC qui sont plus orientés vers l'apnée du sommeil. Donc nous on aimerait bien un petit peu casser ça et créer quand même beaucoup de formations qui vont concerner plusieurs types de pathologies, pas que l'apnée du sommeil, les syndromes de Johnson-Repos, l'insomnie, etc. Et puis réfléchir vraiment en territoire, parce que chaque territoire va avoir ses propres besoins, ses propres spécificités. J'ai eu l'occasion de faire le tour un peu de quelques CPTS de la région, et je peux vous garantir que dans le Couserans, par exemple, c'est pas du tout les mêmes besoins que sur Toulouse et banlieue toulousaine. De par la structure, de par le nombre de ressources humaines et techniques. Donc il faut vraiment raisonner en termes de CPTS. Bien sûr, l'action stratégique aussi, c'est animer le réseau des adhérents et favoriser ce maillage, mutualiser toutes les ressources, faciliter et fluidifier les parcours de soins entre la ville et l'hôpital, représenter ses adhérents auprès des instances politiques et autres. Et donc tout ça, il apparaît clair qu'il faut créer un mode coordonné d'exercice ambulatoire pour pouvoir répondre aux défis d'une prise en charge moderne et de qualité dans un contexte, comme on le sait tous, médical fragile. Et pour cela, on a besoin d'une coordination organisée et super bien formalisée. Alors les actions opérationnelles, là j'ai cité quelques-uns, mais évidemment il y en a plein, donc la diapo, je ne pouvais pas faire plus que ça. Donc un des objectifs, c'est développer des outils numériques de coordination pluriprofessionnelle, de par exemple la téléexpertise, Omnidoc, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Omnidoc, la régulation, et puis le suivi qui est super important. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des structures comme ADEL, qui permet justement de regrouper toutes ces informations et de faciliter l'accès, de pouvoir surveiller. Quand on a 2 ou 3 ou plusieurs prestataires, ça permet donc d'aller plus vite, de gagner en temps. Et puis avec tous les outils numériques, on arrive quand même à faire des choses vraiment très intéressantes. Alors il y a une représentante de la plateforme ADEL qui pourrait répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors évidemment, nos actions opérationnelles, c'est mutualiser les ressources. Tout à l'heure, je discutais avec un confrère qui est en Ariège et qui s'est mis un petit peu par la force des choses au sommeil parce que
il faut dépister, etc. Et donc, justement, le rôle de notre association, c'est de venir en aide à ces confrères qui sont un peu isolés, qui sont un peu épuisés, et de leur apporter tous nos soutiens en termes de ressources humaines, techniques, financières, pourquoi pas, bien sûr, et optimiser la coopération avec les autres systèmes qui existent ou qui vont exister, parce que forcément, il y a pas mal de propositions. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des porteurs de projets, et il y a pas mal d'idées très intéressantes à développer. Mettre en place des programmes de formation, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, entre le DPC avec une orientation SAS et le DU du sommeil, il n'y a pas grand-chose. Donc, parmi nos actions vraiment opérationnelles, c'est vraiment de s'occuper de la formation, et pas que du médecin généraliste, mais aussi de l'infirmière, du kiné, du psycho, etc. Parce qu'on a besoin d'être formé et informé pour pouvoir justement bien prendre en charge les patients. Créer des protocoles de coopération et de coordination, réfléchir sur des programmes d'éducation thérapeutique. Nous avons eu la chance, le 23 septembre passé, d'avoir Dr Cyril Gauthier, qui est responsable de la plateforme NUVE, N-U-V-E-E, et qui a monté des programmes EETP dans l'obésité, la chirurgie, l'insuffisance cardiaque, le diabète. Et il m'a sollicité pour voir si on peut construire un programme de EETP par rapport aux troubles du sommeil. Je trouvais que l'idée était très intéressante. Alors, ça ne va pas remplacer le programme officiel EETP en présentiel, mais ça va compléter, et surtout, ça va apporter une aide à ceux qui habitent très loin, qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Et puis, pourquoi pas des protocoles de recherche. Alors, ce n'est pas de la recherche INSERM, évidemment, mais si on arrive à développer, par exemple, un logiciel commun sur lequel on met tous nos datas dessus, ça va prendre... on aura de la masse et on pourra faire des publications, on pourra faire quelque chose. C'est vraiment l'occasion pour le généraliste de devenir un acteur majeur, principal de cette prise en charge, parce que aujourd'hui, quand on regarde, il n'est pas forcément toujours présent. Et d'ailleurs, je ne sais pas, en tout cas pour moi, et j'ai assisté hier à la présentation scientifique, on a parlé beaucoup de prévention, on a parlé beaucoup de formation, mais on a évoqué tout, on n'a pas trop parlé de médecin généraliste. Et le généraliste, c'est vraiment le premier rempart. Et on a une grosse responsabilité, il faut se lancer. Alors, favoriser les soins en ambulatoire, bien sûr, je l'ai dit, et puis créer aussi des parcours pour gérer les patients en risque de fragilité et puis en situation de handicap. Alors, il y en a plein d'autres actions, mais je ne vais pas il y aura une table ronde après, on aura l'occasion d'en discuter. Alors, je vous rappelle que quand même, cette association est créée depuis juin 2023, donc c'est tout frais. On a quand même fait pas mal de choses. On a organisé déjà 2 manifestations. On est invité aujourd'hui au JPRS. On sera dans un mois ici même à Preuve et Pratique. Pour les généralistes, ils connaissent, donc on aura notre stand. Et on sera ravis, bien entendu, de vous accueillir. On a mené pas mal d'actions de communication, donc des interviews avec Dr Sapin, avec Dr Mulins, pour ceux qui connaissent. On a créé un site internet, bon, il est simple, mais il est amené à se développer, les réseaux sociaux évidemment, et puis plein d'autres actions. On envisage de faire beaucoup de promotions grand public, parce que c'est quand même important. Moi, ça fait 3 ou 4 ans, sur Toulouse, la journée nationale du sommeil, il n'y a pas grand-chose, contrairement aux autres grandes villes. Et j'espère que cette année, on va faire beaucoup de choses pour pousser à la fois les professionnels, mais aussi les patients, le public, le grand public, à prendre en considération ces pathologies. Création de groupes de travail, ça c'est hyper important, ça on les a décidés la dernière fois quand on s'est réunis. Donc on a créé des groupes de réflexion et de travail. Donc un groupe qui va s'occuper des programmes de formation, aussi bien pour le médecin généraliste que pour les soignants de premier recours. Un groupe qui va s'occuper de la coordination et de l'organisation pour créer des parcours innovants.
Un groupe qui va justement réfléchir sur des programmes de prévention et de démarche qualité, et puis bien sûr de la communication en interne et en externe. Alors voilà, je vous l'avais déjà dit, on sera présent à Preuve et Pratique le 25 novembre. C'est le lendemain de la SFRMS, ça va être un petit peu compliqué, mais on fera l'effort d'être là. Quels sont les avantages pour le patient? Les avantages, c'est une offre de proximité, un parcours de soins simplifié, l'assurance d'une prise en charge globale, une continuité des soins et j'espère une autonomie et une meilleure observance des patients et une amélioration de la qualité des soins et des services rendus et enfin la mise en place d'actions de prévention et de promotion de santé du sommeil. Quels sont les avantages maintenant pour les professionnels? Un exercice coordonné pour une meilleure prise en charge, des échanges interprofessionnels et une mutualisation des ressources, et ça c'est hyper important, une souplesse dans l'organisation et la gestion du travail. Ça sera un lieu d'apprentissage pour les professionnels et les futurs praticiens, et enfin un lien avec les collectivités territoriales pour pouvoir justement réfléchir sur des programmes spécifiques par rapport à chaque région. Alors les points à retenir essentiellement, donc constituer un collectif fort autour d'une vision commune, répondre aux nouveaux enjeux de la santé, et spécialement en médecine du sommeil, réduire les coûts et simplifier le parcours, renforcer l'offre de soins de proximité, améliorer la qualité des soins, valoriser la médecine générale par une expertise technique, améliorer les conditions d'exercice pour tout le monde. Alors, nous sommes au moment de la Coupe du rugby, donc seul on va plus vite, puis ensemble on va plus loin. Merci pour votre attention.